Alors ce sympo intitulé « L'envie d'avoir envie » réunit des orateurs de renom. Nous remercions ma coprésidente, le professeur Chantal Henry et moi-même, l'organisation générale du congrès, l'organisation extrêmement bien faite par Lundbeck qui nous a bien accompagnés. Nous remercions aussi les techniciens pour leur accompagnement. Alors un petit détail au niveau technique va s'afficher derrière les modalités techniques pour vous permettre de poser des questions qui seront triées. Il y aura quelques possibilités pour poser des questions dans la salle, mais pour que ce soit plus intéressant, elles seront pré-triées. Donc pour vous poser vos questions, vous pouvez aller sur www.bigfast.live avec le code session Lundbeck 20 dans la rubrique Time Discussion. Alors, ce symposium sur l'envie d'avoir envie vous propose un nouveau voyage qui va nous emmener du neurone à la clinique en abordant différents aspects thérapeutiques. Je n'en dis pas plus et je passe la parole directement à ma coprésidente, le professeur Chantal Henry. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup de votre présence. Merci au laboratoire Lundbeck. Donc, sans plus attendre, on va appeler le premier orateur, qui est Fabien Vinquier, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Descartes et avec lequel j'ai la chance de travailler tous les jours, puisque nous avons nos bureaux qui sont en face, et il va nous amener sur le sens de l'effort dans la dépression. Et au quotidien, il connaît bien les efforts qu'il y a pour soigner les patients. Donc, il va nous embarquer, en fait, dans notre quotidien de psychiatre face à la dépression. Merci Madame la Présidente. Je remercie les organisateurs de ce congrès, les laboratoires Lundbeck, pour me donner l'occasion de parler de cette thématique qui est importante pour moi. Je commence par le traditionnel conflit d'intérêts. Et je vais donc vous parler du sens de l'effort dans la dépression. Alors, je trouve toujours intéressant de revenir un peu aux définitions. Quand on regarde la définition dans le Larousse du mot effort, on voit qu'on tombe tout de suite sur la notion de mobilisation volontaire, de mise en mouvement. On nous parle d'effort physique ou cognitif, intellectuel, et puis très vite on voit apparaître la notion de résistance, vaincre une résistance, faire des efforts pour soulever un fardeau, donc des notions qui nous parlent en psychiatrie. Une deuxième notion qui m'est chère, c'est la notion de motivation, et on voit que finalement, sans qu'il y ait une étymologie commune, il y a quand même tout de suite la notion de mettre en mouvement, motiver, ça vient de mobiler, mettre en mouvement, et donc à nouveau on a cette notion de mouvement qui apparaît. Alors, quand on pense à la sensibilité à l'effort, quand on pense à l'allergie à l'effort, on a peut-être en tête ce genre de personnage fort sympathique au demeurant, qui a au sens le plus littéral du terme une allergie à l'effort, puisqu'il éternue à chaque fois qu'on prononce ce mot, et peut-être pas exactement le même genre de choses que ce dont on peut parler en psychiatrie, puisqu'en psychiatrie, effectivement, on parle plus volontiers de motivation, et puis on peut voir que dans la définition même, en fait, d'au moins deux grands troubles, si ce n'est plus, de notre nosographie, la dépression et la schizophrénie, on fait appel plus ou moins directement à cette notion de motivation, avec dans la dépression une diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir, et dans la schizophrénie, les signes négatifs, évidemment, la volition, l'incapacité à initier, à persister dans des activités dirigées vers un but. Et on pourrait parler même à l'inverse de pathologies dans lesquelles il y a un excès de motivation, par exemple, probablement dans l'épisode maniaque, ou du moins dans l'épisode hypomaniaque. On voit d'ailleurs qu'on a toute une terminologie pour essayer de disséquer, de préciser la nature de ce trouble de la motivation, avec un nombre de mots ici assez impressionnant pour essayer de qualifier le plus précisément possible notre clinique de la motivation. Alors pourquoi est-ce que c'est important la motivation dans notre clinique ? Déjà parce que c'est important du point de vue des patients, et on peut voir ici dans un très beau travail qui portait sur des patients atteints de dépression qu'il y a une corrélation qui est assez impressionnante, à vrai dire, entre le déficit de motivation et la qualité de vie. Il y a à peu près la même corrélation aussi forte, aussi importante entre la motivation et l'outcome psychosocial, enfin la capacité d'autonomie et de se réaliser, d'avoir un projet de vie.
Par ailleurs, la motivation, c'est probablement un élément important parce qu'en tant que psychiatre, on est finalement assez mauvais pour traiter cette dimension. On le sait classiquement que les signes négatifs sont parmi les signes qui sont le plus difficiles à prendre en charge dans la schizophrénie. C'est le vrai également dans la dépression, avec ici un travail qui regroupait avec des analyses en composantes principales, faisait des gros clusters de symptômes, avec notamment un gros cluster de symptômes autour de ce manque d'intérêt, hein, donc on parlerait d'anédonie, de manque d'intérêt, et ce cluster de symptômes-là était le principal prédicteur de la non-réponse à des antidépresseurs conventionnels sérotoninergiques. Alors, puisque c'est important, on doit avoir des bons outils pour mesurer la motivation. Le genre d'outil, le gold standard, on va dire, pour mesurer la motivation à l'heure actuelle, c'est ce genre d'outil. Alors ça, c'est un outil qui est plutôt issu de la neurologie. Je le prends parce qu'il est court et qui tient sur une seule diapo. Ici, c'est l'échelle de Starkstein. C'est une échelle qui est censée mesurer l'apathie, donc le pendant négatif de la motivation. Alors cette échelle, c'est ce genre d'outil qui est utile. Hein, c'est important de pouvoir mettre en chiffres, de pouvoir mesurer, mais elle a un certain nombre de limitations. Alors la première, c'est qu'on peut se dire que c'est peut-être un petit peu circulaire. On voit le genre de questions qu'on pose pour savoir si un patient est motivé. On lui demande « Vous sentez-vous motivé ?» ou « Diriez-vous que vous êtes apathique ?» Il faut déjà avoir un patient qui sait ce que veut dire le mot apathique, parce que c'est pas forcément évident. Et puis surtout, ça mesure la dépression comme un ensemble, comme un tout, c'est-à-dire c'est un concept unique. Et avec ce genre d'outils, c'est difficile d'essayer de faire le lien avec une physiopathologie, qu'on parle au niveau neurobiologique, qu'on parle au niveau cérébral, qu'on parle au niveau cognitif. La motivation ici est comprise comme vraiment un bloc, comme une entité unique. Le genre de choses qu'on pourrait avoir envie de faire si on veut aller plus loin, si on veut pouvoir éclater ce concept de motivation, si on peut pouvoir en comprendre les bases neurales, neurobiologiques, c'est de pouvoir disséquer cette motivation en différents sous-concepts clés qui pourraient expliquer les différents déficits qu'on peut observer chez nos patients. Dit autrement, on pourrait ne pas être motivé pour différentes raisons et on va voir lesquelles. Alors, si on essaye de trouver des sources d'inspiration dans la littérature, on voit qu'on va rien réinventer, on va reprendre plus ou moins ce que disait déjà Bentham, le père de l'utilitarisme, qui nous dit que la nature a placé l'humanité sous l'empire de deux maîtres, la peine et le plaisir. Donc on voit vraiment ces deux polarités, hein, avec s'approcher du plaisir, rechercher le plaisir et éviter la peine. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va éclater cette notion de peine en deux sous-entités que sont la perte, la punition, on va parler de la douleur, et l'effort. Et on va se dire donc que probablement la motivation, un déficit de motivation peut résulter de différentes physiopathologies sur le plan cognitif différentes. Par exemple, on peut ne pas rien faire, ne pas faire une action parce qu'on a une diminution de la sensibilité à la récompense, c'est-à-dire que le but de notre action n'a plus d'intérêt. Je ne fais rien parce que je ne suis pas motivé pour obtenir ce que je pourrais obtenir par cette action. Ou à l'inverse, je ne fais rien parce que le coût associé à cette action, l'effort que je dois fournir est trop important. Et donc on passe d'une évaluation psychométrique de la motivation en bloc à une évaluation cognitive qui nous donne potentiellement accès à une physiopathologie, de comprendre les bases, encore une fois, neurales et neurobiologiques de ce trouble. Alors si on reste sur la notion de récompense, sur la notion de plaisir, nous autres psychiatres, c'est une notion qu'on a intégrée et qu'on a largement traitée depuis longtemps. On a même un terme très spécifique pour parler de la perte de la sensibilité à la récompense ou de la perte de la capacité à éprouver du plaisir. C'est le terme d'anédonie, avec ici ce texte fondateur de Ribot, que je trouve absolument fantastique de clarté clinique. Et donc on a un terme vraiment très spécifique pour décrire ce qu'est la diminution de la sensibilité à la récompense. Dans la littérature de neurosciences cognitives ou de neurosciences, cette notion de sensibilité à la récompense, ça a été largement étudié. On distingue maintenant différentes temporalités. Le moment où on obtient ici la récompense, où on la consomme avec différents marqueurs, différentes mesures qu'on peut avoir. Le plaisir, la réaction comportementale. On demande au sujet à quel point ça vous fait plaisir d'obtenir ici ce morceau de chocolat. La
la réactivité cérébrale, on verra quelles sont les régions qui peuvent répondre à la récompense, et puis l'effet sur les comportements futurs, par exemple l'apprentissage. Et puis on peut distinguer cette temporalité de l'obtention, de la consommation de la récompense, avec une autre temporalité, qui est la temporalité de l'anticipation de la récompense. L'effet sur le comportement, on va parler d'un stimulus appétitif qui va, encore une fois, mettre en mouvement le comportement le plus spontané par rapport à une récompense, c'est qu'on s'en approche alors qu'on va éviter, évidemment, un stimulus aversif. Quid de l'effort dans tout ça? Eh bien, dans toute notre terminologie, encore une fois, on a une terminologie assez précise, assez vaste pour décrire les troubles de la motivation. Étonnamment, on n'a pas un terme spécifique pour parler de la sensibilité à l'effort. On n'a pas l'équivalent de l'anédonie, on n'a pas un terme qui pourrait décrire que chez un patient, l'anomalie cognitive première, ce n'est pas le problème de sensibilité à la récompense, c'est le problème de la sensibilité à l'effort, le fait que tout devient plus coûteux. Alors, est-ce qu'on en parle? Oui, on en parle. Ça existe, il n'y a pas de terme spécifique, mais c'est bien décrit. Si on prend le DSM-5, qui est un très bon ouvrage de clinique à partir du moment où on dépasse la critériologie et la première page de chaque trouble, mais qu'on lit vraiment ce qui est marqué au décours des grands critères, eh ben on voit que, par exemple, dans le champ de la dépression, on nous dit qu'il y a une diminution d'énergie, une lassitude, une fatigue qui sont fréquentes, et que même les tâches les plus minimes semblent nécessiter des efforts considérables, ce qui est plus ou moins exactement ce que nous disent la majorité de nos patients quand on les interroge sur cette question. Alors, comment on peut le mesurer? Comment on peut le quantifier, ce sens de l'effort, cette sensibilité à l'effort chez nos patients? Eh bien, une façon de faire, finalement, c'est de leur montrer des efforts. Ici, par exemple, des efforts physiques, monter des étages, résoudre des soustractions. C'est un peu abstrait, potentiellement, et on va leur demander de faire plusieurs choses. On va leur demander de dire, face à une gamme d'efforts qu'on va choisir de façon un petit peu arbitraire, pour chacun de ces efforts, on va demander aux participants de noter, de coter à quel point ces efforts sont aversifs pour eux. On va leur demander de faire des choix entre différents types d'efforts, par exemple ici des efforts physiques ou cognitifs. On va proposer des compromis entre efforts ou récompenses, et puis on peut imaginer aussi d'avoir des choix entre des efforts, un petit effort tout de suite ou un plus gros effort demain, c'est ce qu'on appelle un choix intertemporel. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec des efforts physiques, c'est aussi le genre de choses qu'on peut faire avec des efforts cognitifs ou ici avec des récompenses. Et ce que ça va nous permettre de faire, ce genre de questions, c'est d'essayer à partir de toutes ces tâches d'extraire finalement la valeur des efforts, c'est-à-dire à quel point un effort donné, comme ici monter 3 étages, est aversif, c'est-à-dire que ce sera une valeur négative pour le participant, puisque c'est quelque chose qu'il essaye d'éviter, mais on va essayer d'extraire la valeur de cet effort-là. Ce qu'on va obtenir, in fine, pour un participant, c'est ce genre de résultat, c'est-à-dire c'est une distribution, finalement, on va avoir, alors sur cette gamme d'efforts qu'on a choisi de façon un peu arbitraire, ils vont être répartis ici, chaque point ici donné serait une récompense donnée, chaque point ici serait un effort donné, et on a une distribution comme ça, duquel on peut extraire, finalement, la moyenne et la variance. Si pour ce sujet-là, cette distribution-là était décalée vers la droite, ça voudrait dire qu'en moyenne, l'ensemble des récompenses serait plus récompensante, plus positive. Si ça se rapproche de 0, ça veut dire que l'ensemble des récompenses est moins aversive. C'est une sorte d'anédonie, finalement, au sens le plus premier du terme. Et puis, pour les efforts, pareil, on peut imaginer que c'est décalé, ça devient plus aversif, ici. Donc, les efforts sont plus coûteux, ou si ça se rapproche de 0, que les efforts sont moins difficiles. Et puis, il y a une deuxième, en dehors de la moyenne, il y a une deuxième statistique qu'on peut extraire, c'est la variance ici. C'est à quel point les choses sont distribuées. Est-ce que tout est égal à tout, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont très récompensantes et d'autres qui le sont beaucoup moins? Alors ça, c'est exactement ce qu'on a fait avec différentes populations de patients, et notamment des patients déprimés, 35 patients déprimés qui ont passé ces tâches-là, des patients alors unipolaires ou bipolaires d'ailleurs, souvent en début d'un nouveau traitement. Et puis on a commencé par regarder d'abord ce qu'il en est pour la récompense et pour la punition. On s'attendait, à vrai dire, classiquement, comme traduction de l'anédonie, à avoir une diminution de la sensibilité à la récompense. Et pas du tout.
Pas du tout. Alors, on s'inquiète un peu, on se dit que peut-être notre manip ne marche pas. Voilà. Il n'y a absolument qu'une différence sur la moyenne entre les patients atteints de dépression et les sujets contrôle. Par contre, si on regarde la variance, eh ben là, on voit quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une différence assez significative entre les sujets déprimés et les sujets contrôle, où la variance des récompenses est plus faible chez les patients déprimés, comme si tout était égal à tout, c'est-à-dire comme si toutes les récompenses se valent, il n'y a plus de différence entre les grosses récompenses et les petites récompenses. Et si on regarde le joueur manquant, là, la notion qui manque, la notion d'effort, et ben là on voit quelque chose par contre qui est extrêmement significatif, qui distingue quasiment parfaitement les deux groupes, qui est à quel point donc la moyenne de la valeur des efforts, donc à quel point les efforts sont aversifs, sont pénibles, et on voit que pour nos patients, les efforts sont beaucoup plus pénibles que pour les sujets contrôle. Donc on a une façon de mesurer assez directement le sens de l'effort. La question qu'on peut se poser, qu'on est en train de se poser, c'est est-ce que le profil serait un peu différent dans la dépression résistante? On est en train de mener ces études-là. On a un suspect, je dirais, on a l'impression que chez nos patients qui présentent une dépression particulièrement résistante, qui ne répondent pas au traitement sérotoninergique, on aurait peut-être quelque chose qui se passerait ici avec là, pour le coup, une diminution de la sensibilité à la récompense. Alors, pour aller au-delà de ça, on peut se demander si on peut aller au-delà du déclaratif, puisque là, évidemment, on demande aux participants de juger, de nous dire à quel point ils trouvent que cet effort est pénible, à quel point cette récompense est agréable, mais on ne leur fait pas faire les choses, on leur demande juste. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça se traduit également en action? C'est-à-dire, si on leur demande vraiment de faire un effort, est-ce qu'on observe la même chose? Et donc on a utilisé une deuxième tâche, qui est cette fois-ci une tâche qui est à nouveau une tâche de compromis entre effort et récompense, où on demande aux participants de faire un effort, qui est ici un effort physique, il faut serrer une pince ici, pour gagner une somme d'argent. Donc la tâche est assez simple, il faut serrer la pince le plus fort possible, si c'est normalisé par rapport à la force maximale du sujet, s'il arrive à arriver tout en haut de l'échelle, donc à faire sa force maximale ici, il gagne la récompense qui est en jeu, s'il fait la moitié, il gagne la moitié de la récompense, etc., etc. Donc la récompense est proportionnelle à la fois au pic de force produit par le sujet et au niveau d'incitation, c'est-à-dire que d'essai en essai, le participant peut jouer pour une somme plus ou moins importante. Il peut jouer pour 20 € ou pour 1 centime, et évidemment, il va avoir tendance à appuyer plus fort quand il y a 20 € en jeu que quand il y a 1 centime en jeu. Alors, si on regarde ce qui se passe en comparant à nouveau des sujets contrôle et les mêmes sujets atteints de dépression, c'est les mêmes que tout à l'heure, eh ben, on voit que, finalement, sans grande surprise, les sujets déprimés appuient moins fort que les sujets contrôle. Mais évidemment, la question qu'on va se reposer à nouveau, c'est à quoi c'est dû? Est-ce qu'ils appuient moins fort parce qu'ils sont moins sensibles à la récompense, ou est-ce qu'ils appuient moins fort parce que le coût de l'effort est augmenté, parce que cette action devient particulièrement difficile pour eux? Pour ça, on va faire un détour par une stratégie d'analyse qu'on appelle modélisation computationnelle, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en équation le comportement des participants. On va utiliser des outils mathématiques, des algorithmes, qui vont prendre en entrée le même genre de variables que ce que manipule le participant et produire en sortie le comportement simulé. Je vais essayer de vous raconter un petit peu à quoi ça correspond pour cette tâche-là. Pour cette tâche-là, finalement, la tâche est un compromis entre effort et récompense. Donc on va avoir deux termes dans le modèle, un terme de récompense et un terme d'effort. Jusque-là, rien de très compliqué. Le terme de récompense, il est donné par la tâche ici, il est linéaire, c'est-à-dire que ce qu'on a dit, la récompense est proportionnelle à l'effort fourni. Donc ici, la pente, plus on appuie fort et plus on gagne, et plus on gagne d'argent. Et la pente ici de la courbe est proportionnelle à la récompense en jeu. Si on joue pour une grosse récompense, la pente ici est plus importante que si on joue pour une petite récompense. OK. Le terme d'effort, à l'inverse, il est explosif. Il est explosif, c'est-à-dire peu importe la forme exacte ou l'équation qu'on utilise ici, la seule chose qui est importante ici, c'est que quand on se rapproche de la force maximale du sujet, le coût associé, il augmente de façon plus qu'exponentielle, à vrai dire, et il tend vers l'infini quand on se rapproche de la force maximale. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on ne peut pas serrer plus fort que sa force maximale, parce que le coût serait infini.
Si on fait une simple soustraction entre les deux, on obtient ce genre de courbe, c'est-à-dire que pour chaque niveau de récompense, ici, on a une force optimale qui optimise le compromis entre la récompense et l'effort. Si j'appuie plus fort ici, le coût est trop important. Si j'appuie moins fort, je ne gagne pas assez. Donc pour ce niveau de récompense, la force optimale, c'est ici. Et puis pour chaque niveau de récompense, j'ai ici une force optimale. Ce qui va être important, c'est que le compromis entre effort et récompense, il n'a pas à se faire de la même manière chez tous les sujets. On peut imaginer à nouveau qu'un participant donné a une sensibilité à la récompense plus importante et un autre sujet a une sensibilité à la récompense plus faible. C'est les termes qui sont ici, qu'on appelle des paramètres libres, qui vont être différents pour chaque sujet et qui capturent justement cette sensibilité à la récompense et cette sensibilité à l'effort. Et donc pour chaque participant, on va identifier quel est ce paramètre de KR, donc de sensibilité à la récompense, ou de KC, donc de sensibilité à l'effort. Et puis, donc, c'est exactement ce que nous avons fait, et nous avons comparé à nouveau les sujets atteints de dépression et les sujets contrôle, et on voit qu'il y a ici une baisse de la sensibilité à la récompense chez nos patients, et il y a ici une augmentation de la sensibilité à l'effort qui est considérable. Hein, et les efforts sont ici à peu près 5 fois plus coûteux pour les patients que pour les contrôles. Et à nouveau, ça sépare quasiment parfaitement les deux groupes. Donc une augmentation massive de la sensibilité à l'effort. À nouveau, on peut se poser la question d'un profil différent dans la dépression résistante, et c'est une tâche qu'on n'a pas faite uniquement dans la dépression. On pourrait se dire peut-être que c'est quelque chose qu'on observe finalement chez tous nos patients. Eh bien non, parce que si on fait exactement la même tâche chez des patients atteints de schizophrénie, donc ils ont aussi un trouble de la motivation, ils ont aussi une diminution des comportements dirigés vers un but, eh bien on voit que chez les patients atteints de schizophrénie, le profil est très différent, c'est-à-dire qu'on voit ici une diminution de la sensibilité à la récompense et une sensibilité à l'effort qui est sensiblement la même que chez les sujets contrôle. Donc le profil peut être différent selon les pathologies étudiées. Alors, quel enjeu pour ce sens de l'effort dans la dépression ? On l'a vu, on a de façon assez marquée une majoration de la sensibilité à l'effort, une diminution de la sensibilité à la récompense dont on se dit, nous, actuellement, qu'elle pourrait être un marqueur de résistance plus qu'un marqueur de sévérité. Et la question, c'est quoi en faire ? Alors, pour différentes raisons, je fréquente depuis quelque temps des services de cardiologie et je suis tombé sur cette affiche que je trouve particulièrement parlante, qui est une publicité, enfin une affiche pour informer sur l'insuffisance cardiaque et qui nous dit quand on est insuffisant cardiaque, ce banc est beaucoup plus loin ou cette montée un escalier, ceci correspond à 100 marches pour un patient insuffisant cardiaque. On voit qu'on fait de l'information sur la sensibilité à l'effort et je pense que c'est quelque chose cette affiche, on pourrait quasiment parfaitement l'appliquer pour la dépression en se disant que le type des petits efforts sont beaucoup plus coûteux. Ce que je veux dire par là, c'est que on est souvent confronté en clinique avec nos patients à cette notion de souvent les proches qui vont pointer le fait, ou même des praticiens d'autres spécialités qui vont pointer que voilà, ces patients pourraient peut-être faire un effort, essayer de s'en sortir. Et je reprends ici la métaphore du docteur Gourion, que je trouve très juste, qui m'a dit qu'il expliquait à ses patients qu'il prenait l'analogie de la voiture en panne d'essence. Vous pouvez, en faisant un effort, faire Paris-Marseille en poussant la voiture. Ça va être beaucoup plus compliqué. On est à peu près dans la même situation, je pense. Et je pense que faire de l'information autour de cette notion, sur dire ce que c'est que cette sensibilité à l'effort, dire que chaque décision, même les plus petites, c'est un Everest à gravir, c'est quelque chose qui est important pour nos patients. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous engage à regarder ce film qui ne parle pas spécifiquement de l'effort, mais qui parle de manière générale de la clinique de la dépression et que j'utilise maintenant comme outil pour mes patients qui l'utilisent pour le montrer à leurs proches, pour leur expliquer ce qu'est la dépression et ce qu'ils peuvent ressentir. Alors j'ai commencé en disant que c'était important de pouvoir disséquer la motivation pour en établir les corrélats neurobiologiques. On peut le faire au niveau cérébral. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'aurai pas le temps de rentrer dans la composante de neurosciences, mais on peut identifier ici des réseaux cérébraux différents pour la sensibilité à la récompense et pour la sensibilité à l'effort, avec ici, pour la sensibilité à la récompense, je vais passer sur cette diapo. J'ai combien de temps à peu près encore ? Ça va ?
Ok. Bon. Donc on peut identifier des réseaux cérébraux qui sont associés de façon spécifique et qui sont différents pour la sensibilité à la récompense et la sensibilité à l'effort. Ça, on peut imaginer que ça pourrait nous donner à terme des pistes, peut-être en termes de neurostimulation, pour aller stimuler spécifiquement une région en fonction du déficit cognitif présenté chez nos patients. Ça, ce sera encore un peu on n'y est pas encore, mais ça nous donne des pistes thérapeutiques. Et puis, ça nous permet aussi potentiellement de caractériser les effets cognitifs de certaines de nos molécules. Alors, on ne l'a pas encore fait en psychiatrie, mais on l'a fait dans un autre champ, chez des patients ayant une maladie de Parkinson. L'avantage de ce genre de pathologie, c'est qu'on peut faire du on-off, c'est-à-dire qu'on peut tester les mêmes patients avant ou après qu'ils aient pris leur dopamine, ce qui est beaucoup plus compliqué, évidemment, à faire pour nos molécules où la durée d'efficacité est beaucoup plus lente. Donc, on a fait passer exactement la même tâche, la tâche de compromis effort-récompense. On doit appuyer sur une pince pour gagner de l'argent. Et puis, on l'a fait chez des patients atteints de maladie de Parkinson, avant ou après qu'ils prennent leur dopamine. Et je ne vais pas rentrer dans l'explication de ce graphe, mais la seule chose qu'il faut regarder, c'est ici, le fait qu'on peut caractériser l'effet de la dopamine. On sait que la dopamine va améliorer la motivation chez ces patients, et on peut mesurer ici que ça se traduit exclusivement par une modification de la sensibilité à la récompense sans modification de la sensibilité à l'effort. Dit autrement, on a une molécule dont on sait, ou en tout cas une valence, la valence dopaminergique, dont on voit qu'elle peut moduler spécifiquement une dimension cognitive qui est la sensibilité à la récompense. Je vous remercie pour votre attention. Alors pour des raisons pratiques, les questions seront groupées suite au duo qui va nous faire une superbe intervention. Donc j'ai le plaisir et l'honneur d'inviter le professeur Constantin à prendre place, qui va faire un duo avec le docteur David Gourion pour un topo intitulé « La dopamine dans tous ses états ». Donc le professeur Constantin, docteur en médecine, pharmacien, docteur S-Sciences, professeur émérite de pharmacologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rouen. Il a créé et dirigé pendant une trentaine d'années l'unité de neuropsychopharmacologie associée au CNRS de 84 à 2008. Il a créé et dirigé au CHU de Rouen l'unité de neurobiologie clinique. Il préside depuis 11 ans le Centre national de prévention, d'études et de recherche sur les toxicomanies. Il est membre titulaire des académies nationales de médecine ainsi que de pharmacie. Il est aussi l'auteur aux éditions Odile Jacob et aux éditions Dosis de 8 livres sur les drogues et les toxicomanies qui traitent en particulier du cannabis. Pour ce qui concerne le présent colloque, il est l'auteur chez Dosis du livre « La dopamine dans tous ses états ». Le docteur David Gourion est psychiatre libéral, ancien chef de clinique à Sainte-Anne. Il est également psychiatre du campus d'HEC. Professeur Constantin, c'est à vous. Juste avant, Jean, si tu m'autorises, avant que tu commences, sur cette session, on m'a dit mais David, tu es le supplétif de Jean. Oui, et je suis très fier d'être le supplétif de Jean. Je voudrais que vous mesuriez la chance que nous avons de t'avoir avec nous dans cette présentation. Tu es l'un des aventuriers de la dopamine, on peut le dire. Tu es un peu l'expert en psychopharmacologie qu'on rêverait tous parfois en tant que psychiatre quand on prescrit dans des situations difficiles d'avoir à nos côtés, et tu vas, en invoquant les forces de la réceptologie cérébrale, tout nous dire sur la dopamine et évidemment stimuler par le plaisir que tu vas créer notre propre transmission dopaminergique. Donc je suis ravi d'être ton supplétif. À toi, Jean. Merci David. Merci au laboratoire de Lundbeck d'avoir souhaité faire tinter les clochettes de la neurobiologie dans les alpages de la psychiatrie. C'est donc de la dopamine dans tous ces états dont je vais vous entretenir. Voici pour les déclarations d'intérêt de Jean et de David. Et parmi ceux-ci, la publicité d'un livre, La dopamine dans tous ses états. Quand on parle de dopamine, il faut revenir à son père, si je puis dire, c'est-à-dire à Arvid Carlsson. Arvid Carlsson qui, dans les années 50, a démontré que la dopamine était un neuromédiateur à part entière. Il a fallu qu'il attende 50 ans pour que cela soit couronné par le prix Nobel. Et il a dû en plus le partager avec Paul Greengard et Eric Kandel. Les Suédois présentent une grande réticence à donner ce prix Nobel à l'un des leurs, et il fallait vraiment que ce fût extraordinaire pour qu'ils l'obtiennent.
Dopamine, d'où vient ton nom? Eh bien, c'est l'acronyme approximatif de dihydroxyphényléthylamine. On aurait pu penser que ça était en fait l'amine du dopage. Oui, c'est une amine qui intervient dans le dopage, mais le nom n'a pas été bâti à partir de cela. Jusqu'avant Arvid Carlsson, la dopamine n'était perçue que comme un intermédiaire métabolique sur la voie conduisant à cet acide aminé commun qui est la tyrosine, à la noradrénaline, puis à la médullosurrénale et dans le système sympathique, à l'adrénaline. Et donc, le premier temps a été pour Arvid Carlsson de montrer que dans le néostriatum, ensemble formé par le noyau codé et le putamène, on trouvait de la dopamine en l'absence de toute noradrénaline. Dès lors, l'hypothèse selon laquelle la dopamine était là en attente de fabriquer de la noradrénaline ne tenait pas. Qui plus est, les neurobiologistes commençaient à travailler avec un alcaloïde du Rauwolfia serpentina, famille des apocinacées, pour vous dispenser de ces connaissances. Quand on vous demande la famille d'une plante, vous en avez une qui les regroupe toutes, qui est la famille des j'en ai rien à cirer. En l'occurrence, c'est celle donc des apocinacées. Et donc, cette réserpine a pour effet de s'opposer au stockage. Il y a un sens, pardon. Non. Eh bien, le système est en panne. De s'opposer au stockage des monoamines synthétisées dans la phase soluble du cytoplasme dans ces vésicules ou granules, stockage qui est le fait d'un transporteur, le Vesicular Monoamine Transporter of Type 2. Or, la réserpine inhibe, bloque ce transporteur. Et dès lors, quoique les amines soient toujours synthétisées dans le cytosol, elles ne peuvent plus être stockées dans les vésicules. Et ce sont des vésicules vides de tout contenu qui s'ouvrent dans la fente synaptique. De là, une dopaminoplégie, une noradrénalinoplégie ou une sérotoninoplégie. En fait, la réserpine agit de façon indifférenciée tant sur les neurones dopaminergiques que noradrénergiques que dopaminergiques. Et ainsi donc, sous l'influence de cet alcaloïde, survient une inhibition des transmissions dues à ces trois amines qui, toutes trois, participent à la régulation de l'humeur. Et ainsi donc, l'effondrement de ces trois monoamines est à l'origine de cet effet secondaire majeur de la réserpine, de ce serpazyle d'antan, de cet ascorbate de réserpine, les troubles dépressifs qui ont amené donc à devoir s'en séparer, tant comme antipsychotique que comme antihypertenseur. Avant que tu continues, j'aimerais que tu dynamites notre transmission dopaminergique. Tu nous parles de dopamine, est-ce que tu peux nous parler de sexe? Parler de sexe, s'il te plaît. Tu commences très fort, David. Y a-t-il des relations alors entre la dopamine et le comportement sexuel? Oui, indiscutablement. Lorsque l'on administre au rat de l'apomorphine, il présente des bâillements, mais en même temps des érections. Lorsque l'on enregistre la libération de dopamine dans une petite structure que je fais le projet de vous montrer tout à l'heure, le noyau accumbens, lorsqu'on enregistre en temps réel la libération de dopamine dans cette structure, on s'aperçoit que lorsque l'on présente à un mâle comportant ainsi une telle sonde dans son noyau accumbens, une jeune femelle bien portante, appétissante à tous égards, à la seule vue de celle-ci et anticipant peut-être ce qu'il pourrait survenir, eh bien, la dopamine commence à couler de façon intense dans le noyau accumbens.
Cette jeune femelle, qui n'est pas indifférente à la présence de ce jeune rat, va alors se mettre dans une position d'hyperlordose, la queue rabattue entre les oreilles, dans une position dite de disponibilité. Tu nous fais rêver, Jean. Tu m'as provoqué, David, alors je continue. Et si donc, non seulement il peut anticiper ce qu'il va se passer, mais de surcroît, qu'il puisse s'adonner à ce que Philippe Bouvard appelle le simulacre de la reproduction, alors là, c'est à flot, au Karcher, que la dopamine va couler dans le noyau accumbens. Je peux passer à autre chose, David. Quelles sont les principales pathologies qui sont liées à la présence ou à l'insuffisance des transmissions dopaminergiques? Par excès, l'anorexie mentale. Par excès, les manifestations productives de la schizophrénie, en particulier les troubles délirants, les troubles hallucinatoires et l'agitation qui peut les accompagner. L'accès maniaque, je montrerai un schéma tout à l'heure. Les insomnies, oui, la dopamine fait partie des amines de l'éveil, n'est-ce pas? Le dopage psychique et les toxicomanies sont en relation avec donc une intensification, ici ou là, des transmissions dopaminergiques. Et puis des pathologies dopaminergiques par défaut. La maladie de Parkinson, avec la destruction, la neurodégénérescence de la voie nigrostriatale, les expressions déficitaires de la schizophrénie, la dépression et cet intense besoin de recours aux drogues, le craving, lié justement à une chute des transmissions dopaminergiques dans le noyau accumbens, le syndrome d'aménorrhée galactorée, le syndrome malin des neuroleptiques, là en relation avec le blocage des récepteurs. Dans l'accès maniaque, la sinusoïde de l'humeur dépasse son amplitude qui définit la normale, et donc l'accès maniaque est associé à une intensité extrême des transmissions dopaminergiques. Et à l'opposé, aux accès dépressifs qui peuvent faire suite dans la bipolarité, eh bien, à la dépression est associé un effondrement des transmissions dopaminergiques. Quelles sont, pour resserrer un peu notre propos, les relations qui existent entre la dopamine et l'humeur? Eh bien, nous avons déjà évoqué la réserpine qui effondre la transmission dopaminergique, mais simultanément noradrénergique et sérotonergique. Les neuroleptiques ont à connaître avec les troubles dépressifs. On ne retrouve pas ça avec l'aripiprazole parce qu'il ne s'agit pas d'un agoniste inverse des récepteurs de la dopamine, mais d'un agoniste partiel de ces récepteurs. Et dès lors, cela échappe aux troubles dépressifs qui peuvent s'observer avec les traitements antipsychotiques. Le sevrage de drogue, il n'est pas d'abstinence à une drogue qui ne s'accompagne de troubles dépressifs. La dépression des accès post-maniaques, nous l'avons dit, et je dirai un mot tout à l'heure sur les enfants du cannabis. Nous verrons comment les troubles à l'adolescence qui les incitent à consommer des drogues sont associés à une sous-expression des récepteurs dopaminergiques de type D2 dans ce même noyau accumbens. De nature à réverser l'humeur déprimée, un certain nombre d'agents sont connus pour intensifier les transmissions dopaminergiques. C'est le cas de la cocaïne, c'est le cas de l'amineptine, autrefois Survector, c'est le cas du bupropion qui, s'il est utilisé chez nous pour l'aide au sevrage tabagique, est utilisé en Amérique du Nord comme antidépresseur. C'est le cas de l'ancienne nomifenzine, ce fut l'Alival. Ce fut le cas d'un amphétaminique, la pyrovalérone, ce fut le Timergix. Les anorexigènes amphétaminiques, mais aussi les agonistes directs des récepteurs D2 de la dopamine. Et je souhaite ici rappeler le souvenir de mes deux amis, que furent Lucien Colonna et Michel Petit, qui furent les premiers au Rouvray, à Sotteville, près de Rouen,
à décrire les effets antidépresseurs de la bromocriptine, c'est-à-dire du parlodel. Jean, juste si tu m'autorises, je te promets, je parle plus de sexe, en tout cas pas tout de suite. Là, pour le coup, on est sur quelque chose qui est une vraie question de clinicien, qui est que finalement, les molécules qui agissent sur la transmission dopaminergique, dont on sait que ça fait en pratique des antidépresseurs très intéressants, je pense aux IMAO, je pense aux tricycliques, je pense à la vortioxétine, n'ont pas de propriétés addictives. Et en même temps, tu as très bien cité, on se souvient de l'exemple du Survector, hein, qui jonchait alors qui marchait fort bien, mais qui était extrêmement addictif. Question au pharmacologue expert que tu es, qu'est-ce qui finalement va différencier une molécule pro-dopaminergique addictive d'une molécule non addictive? Est-ce que c'est le fait que ce soit un agoniste indirect ou plus partiel, ou sur des structures différentes? Qu'est-ce qui crée l'addiction finalement dans cette stimulation dopaminergique? Question pertinente, difficile. Laisse-moi le temps d'essayer de concentrer mon attention. Je pense que si l'on aborde de façon frontale la transmission dopaminergique, si l'on soumet et de façon isolée les récepteurs D2 à une stimulation dopaminergique excessive, alors là, on verse effectivement dans les aspects addictifs. Quand cela s'effectue mezzo voce, sur un mode atténué, et environné d'autres interventions qui peuvent en partie limiter cela, je pense qu'on est alors dans le cadre donc de ces stimulants dopaminergiques, la plupart du temps indirects, mais quelquefois directs, soit agonistes partiels, mais je crois que les agonistes complets, les full agonistes, faisant cela et ne faisant que cela, stimulant frontalement les transmissions dopaminergiques dans le noyau accumbens, ne traînent avec eux le boulet, effectivement, de l'addiction. Les différents effets que nous avons évoqués, et nous ne les avons pas tous évoqués, s'effectuent au niveau de différentes voies dopaminergiques cérébrales. N'entrons pas dans ce maquis, concentrons-nous sur le système qui naît au niveau du mésencéphale, au niveau de l'aire du tegmentum ventral, l'aire de Tsai, TSAI, tréma, et qui projette de façon homolatérale, sans croisement, sans décussation, au niveau donc de structures limbiques, et en particulier au niveau du noyau accumbens. Quand tout à l'heure, David m'a fait mettre une sonde de microdialyse au sein du noyau accumbens pour voir ce qu'il advenait chez le jeune rat confronté à la jolie rate, eh bien c'est là que les choses, effectivement, se passaient. En fait, vous connaissez l'expérience séminale Princeps de Holz et Milner, elle a quasiment un demi-siècle. Holz et Milner installent 2 électrodes dans le cerveau du rat. Et l'animal a la latitude, en appuyant sur une pédale, de fermer un circuit électrique qui va stimuler les neurones qui sont à l'aplomb donc de ces électrodes de stimulation. Et de constater que dans certaines structures, dans certaines localisations précises, c'est alors avec remarquable intensité que l'animal appuie sur la pédale, des centaines de fois, des milliers de fois par heure, allant jusqu'à l'épuisement, allant jusqu'à l'overdose, allant jusqu'à la mort. Et bien donc là, c'est le plaisir dans sa modalité la plus extrême qui donc aboutit à une hyperactivité de ce système dopaminergique méso-accombique. Au point que l'accumbens apparaît en quelque sorte comme l'entonnoir dopaminergique du plaisir. Quoi que vous versiez dans cet entonnoir, c'est-à-dire par quelque voie que vous abordiez ce noyau accumbens, eh bien vous allez faire
couler de la dopamine dans le noyau accumbens, vous allez stimuler les récepteurs dopaminergiques du type D2. Et ceci, bien sûr, est le domaine des drogues, de toutes les drogues, qui, à partir de cibles primitives différentes, conduisent donc à augmenter cette transmission dopaminergique et donc à susciter la sensation de plaisir. La catinone du cadre des abyssins, la morphine, l'héroïne, de l'opium, du pavot, la nicotine, du tabac, l'autostimulation de récompense que nous venons de voir dans l'expérience de Holz et Milner, l'amphétamine, et plus largement les amphétaminiques, la cocaïne, l'alcool, le delta-9, tétrahydrocannabinol, du cannabis, mais aussi, nous l'avons vu donc, le simulacre de la reproduction tout à l'heure de nos jeunes rats. Donc, la transmission dopaminergique mésolimbique par la stimulation de récepteurs dopaminergiques du type D2 est liée au plaisir. L'anédonie, c'est la situation opposée, avec de plus la conviction qu'on ne ressentira plus jamais le plaisir et qui fait naître l'idée du suicide. Quant à la dépendance, d'un point de vue psychique, eh bien, qui est le besoin compulsif de consommer une drogue ou de s'adonner à une activité répétitive, cyberaddiction, lors de la privation, lors de l'arrêt de la transmission dopaminergique qu'ont suscité ces drogues, eh bien, c'est l'obnubilation, l'incomplétude, la frustration, les troubles qui empruntent à la série de la dépression franche de l'humeur. Je voulais dire un mot sur les enfants cannabiques et les enfants du cannabis. C'est une notion très importante et qui est en fait très peu diffusée dans la population générale. Une étude humaine, tout d'abord, chez des femmes enceintes qui étaient consommatrices de cannabis, des avortements sont intervenus autour du 200e jour. Et lorsqu'a été étudié dans le cerveau des fœtus, au niveau de leur noyau accumbens, la densité des récepteurs D2 de la dopamine, de constater alors une diminution de plus de 60% du nombre de ces récepteurs, avec d'ailleurs simultanément une diminution de l'ARN messager correspondant qui code ces récepteurs. Ça, c'est la donnée humaine. Donnée animale, ce sont les travaux en particulier du très beau groupe de Yasmin Hurd au Mount Sinai Institute of Addictology américain. Eh bien, ils prennent des rats, mâles et femelles, qui vont être donc, après leur puberté, exposés quotidiennement pendant une quinzaine de jours à de bonnes doses de tétrahydrocannabinol. Puis, stop, on arrête, et pendant les 15 jours qui vont suivre, pour permettre l'élimination du THC qui n'a pas manqué de se stocker au cours de ce traitement, évacuation donc, élimination wash-out de ce tétrahydrocannabinol, et alors seulement, nos rats sont autorisés à se reproduire. Et de constater que chez les F1, chez donc les ratons nés de cette union, et constater à tout temps de leur vie, très tôt après la naissance jusqu'à 6 mois après, une diminution de ces récepteurs D2 de la dopamine dans leur noyau accumbens. Et quand ces rats sont mis en présence de dispositifs leur permettant d'obtenir une drogue, eh bien, ils sollicitent ces drogues, ils consomment celles-ci à un niveau bien plus important que chez les counterparts, que chez les témoins qui, eux, ne sont pas issus de parents ayant consommé du cannabis. Le message très important auquel cela conduit est le suivant. Le fait pour des individus en âge de procréer d'exposer au tétrahydrocannabinol leurs gamètes, spermatozoïdes pour les uns, ovules pour les autres, eh bien, fera que chez les enfants en première génération interviendra par un phénomène épigénétique dont tout le détail est maintenant connu, l'acétylation et la méthylation de tel histone qui couvre en quelque sorte la chromatine du récepteur D2,
a pour effet de diminuer l'expression de ces récepteurs, de diminuer le nombre de récepteurs dopaminergiques D2 dans le noyau accumbens, et de ce fait, à l'adolescence, l'enfant victime de ce pauvre héritage, éprouvant moins aisément le plaisir que quiconque, s'il s'approche d'une drogue et de n'importe quelle drogue qui intensifiera la transmission dopaminergique, eh bien, la découvrira sur un mode de récompense extraordinaire et il sera ainsi incité à en user et bientôt à en abuser. 3 médiateurs sont au service de l'humeur, 3 médiateurs principaux, bien évidemment. Le simple est toujours faux, mais le compliqué est inutilisable. 3 neuromédiateurs interviennent de façon majeure, critique, déterminante dans la régulation de l'humeur, dans la thymie, noradrénaline, sérotonine, dopamine. Et la voie finale commune de leurs actions semble se situer dans le système limbique, où l'intensification de la transmission dopaminergique aboutit à une sensation de plaisir. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean. Tu as cité Paul Valéry, hein, le simple est toujours faux, mais le compliqué est inutilisable, mais tu as réussi à nous rendre tout ça extrêmement lisible. Simplement, finalement, le sentiment qu'on a, c'est que l'implication de la dopamine est transnosographique, s'observe dans de nombreuses pathologies psychiatriques, dans de nombreux comportements. Ce qui est intéressant aussi peut-être alors pour nous en tant que cliniciens, en effet, il y a la question du choix des stratégies thérapeutiques. Il n'y a pas que la dopamine, il y a les autres voies monoaminergiques et en effet les traitements que nous avons qui ont un spectre d'action large sont des molécules qui ont un intérêt tout particulier. Mais je voudrais dire, on associe finalement dopamine plaisir, dopamine effort, on peut l'associer aussi à des choses, à des comportements qui sont des comportements infiniment plus complexes et plus, j'allais dire, proche d'une certaine lecture psychopathologique ou psychologique fine. Je pense notamment à la qualité du lien. Je pense aux travaux d'Adzil qui ont été publiés en 2017 dans PNAS, qui montraient, dans une étude très élégante, que le niveau d'activation de la voie dopaminergique, cortico-striato-amygdalienne, j'insiste sur l'implication de l'amygdale, dont on découvre l'importance dans les réseaux dopaminergiques, est corrélée à la qualité du lien mère-enfant. Alors comment ils ont fait ça? C'est particulier, hein, mesurer la qualité du lien mère-enfant, c'est pas exactement ça qu'on mesure en réalité. Mais vous savez, les pédopsychiatres connaissent bien ça. Il y a des outils qui permettent de mesurer la qualité de la synchronie vocale mère-enfant. Il y a des outils qui permettent de mesurer la réactivité émotionnelle maternelle quand elle regarde des vidéos de son bébé versus un autre bébé. Et donc les auteurs ont fait ça, utilisé ces différentes mesures. Les mères regardaient donc des vidéos de leur bébé versus l'autre tâche, un autre bébé, et on montrait que quand elles regardaient des vidéos de leur propre enfant en train de jouer, elles activaient de façon plus ou moins massive, en fonction de la qualité de leur lien, cette voie dopaminergique avec une voie finale amygdalienne. On pourra aussi parler de l'implication de l'amygdale dans l'impulsivité. Hein. Je pense aux travaux de Kim qui utilisaient des modèles de souris knockout pour les récepteurs D2, qui sont du coup des souris extrêmement impulsives, et qui montraient en utilisant l'optogénétique, Stéphane Mouchabak nous a brillamment montré ce matin des résultats d'optogénétique, en utilisant cette technique pour relancer la stimulation dopaminergique D2 spécifiquement dans une région de l'amygdale, que ces souris diminuaient leur niveau d'impulsivité. Tout ça pour vous dire que la dopamine, avec d'autres neuromédiateurs évidemment centrales dans de nombreuses pathologies, que l'on cherche finalement à rétablir sa transmission harmonieuse, trop de stimulation finalement entraîne le risque addictif, et trop peu de stimulation, l'incapacité à produire quelque effort, mais que s'il fallait conclure dopamine, plaisir, élargissons un petit peu le spectre et sortons d'une dimension un peu de déterminisme biologique. Il n'y a pas de déterminisme biologique, et ça va être d'ailleurs, ce sera la transition avec la présentation de Stéphane. Le bonheur est la plus grande conquête, celle que l'on fait contre le destin qui nous est imposé, disait Albert Camus. Donc, pas de déterminisme biologique, même si la dopamine est très importante. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous deux. Donc,
Merci beaucoup pour votre duo. Donc, la dopamine a coulé à flot, mais nous avons des problèmes de connexion de réseau, dont nous ne pouvons pas prendre les questions de la salle. Ça tombe bien parce que finalement, on est un petit peu juste, on a dépassé un petit peu le temps. J'aurais juste une question pour Fabien pendant que Stéphane va s'installer, puisque voilà, on a Stéphane qui, ça demande une petite... des petits ajustements. Bon, ok, donc Stéphane se prépare. On a une surprise. Fabien, juste une question pour toi. Est-ce que tu penses que nous abordons une révolution en psychiatrie? Il va falloir peut-être revoir la nosographie au travers de ces dimensions. Est-ce que tu penses que ça sera une étape nécessaire de passer par cette approche dimensionnelle pour pouvoir personnaliser les traitements? Est-ce qu'on est voilà, est-ce que c'est le début d'une révolution en psychiatrie? Alors, est-ce que c'est... j'ai oublié de prendre ma boule de cristal. Par contre, je pense qu'effectivement, oui, c'est très important d'aborder l'approche dimensionnelle. C'est particulièrement vrai dans le champ de la dépression. C'est le cas également dans d'autres champs. Et considérer que probablement on ne peut plus être dans une approche où on recherche le meilleur traitement de façon absolue dans un trouble, mais qu'il faut adapter le traitement. Alors on pourrait, il y a différentes façons de faire du dimensionnel. On peut faire plusieurs façons de personnaliser le traitement aux patients. L'approche cognitive ou neurocognitive en est une. C'est une des façons de caractériser les dimensions. C'est peut-être celle qui résonne le plus avec notre clinique. C'est ça probablement qui est particulièrement parlant, c'est que c'est une façon finalement de spécifier, de revenir à la clinique au travers de cette approche-là. L'étape manquante actuellement étant effectivement cette étape de lien entre la caractérisation des troubles, la caractérisation de la clinique et le choix des molécules. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de faire des études, pas seulement pour caractériser différentes dimensions, mais aussi pour aller vers la thérapeutique, caractériser l'effet des traitements et pouvoir mettre en adéquation les deux pour choisir un traitement donné pour un patient donné. Je pense que c'est une étape extrêmement importante, effectivement, puisqu'on est confronté tous les jours à ces présentations cliniques extrêmement hétérogènes. Très souvent, je montre aux étudiants deux patients avec des répondant aux critères de dépression et ils n'ont pas un seul symptôme en commun, donc ils n'ont pas la même physiopathologie, ils ne vont pas répondre au même traitement. Donc je pense que c'est une étape extrêmement importante de revoir notre nosographie, comme beaucoup de disciplines l'ont fait d'ailleurs. Stéphane, tu me feras un petit signe quand tu es prêt. Voilà. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, David, l'amygdale aussi subit une révolution. L'amygdale a longtemps été considérée comme le hub de la peur et il y a des progrès en neurosciences grâce justement à ces nouvelles techniques d'optogénétique, etc., qui nous montrent que l'amygdale n'est pas le hub de la peur, mais est une structure essentielle pour coder les émotions positives et négatives. Et donc qui parle, cette amygdale parle effectivement avec le nucléus accumbens ou d'autres structures et vont pouvoir nous permettre finalement de modéliser en fait ces différentes dimensions entre les émotions, la motivation et les processus cognitifs. Donc maintenant, nous allons passer à la dernière présentation. Stéphane Mouchabak, on n'a pas vraiment besoin de le présenter, mais juste pour dire qu'il est praticien hospitalier à Saint-Antoine. Mais surtout, on a un scoop quand même aujourd'hui, c'est que Stéphane commence encore une nouvelle vie parmi les multiples qu'il a déjà eues. Je ne parlerai pas de sa vie affective, il en parle de temps en temps, juste pour dire qu'un film va sortir et il est le partenaire de Sandrine Bonner dans Cas contraire, qui sort cette semaine, je crois. Aujourd'hui, c'est super. Et où tu joues le rôle d'un psychiatre. Et j'espère que tu vas donner une image du psychiatre qui va nous permettre de lutter contre les fausses représentations que la population a souvent, qui nous rendent parfois le métier difficile. Donc on compte sur toi, et je compte sur toi aussi pour cette présentation qui va être un peu atypique, très personnalisée. Et bonne chance, parce que c'est un challenge que tu nous as proposé. On a relevé le défi. À toi, je te laisse la scène. Oui, j'ai failli avoir une excuse avec une chute au ski sur une cascade.
Et non, je m'en suis remis quand même, donc je suis obligé d'aller au bout du projet que j'avais un petit peu proposé. En tout cas, je remercie le comité d'organisation et le laboratoire Lundbeck de m'avoir proposé de parler un petit peu différemment de la dopamine à travers un titre qui n'est pas de moi, mais de Fabien, qui s'appelle « Du motif à l'envie ». Effectivement, nos patients, souvent, quand ils ont du mal à se projeter, qui sont très anédoniques, ils nous disent autour de nous, on nous dit « t'as qu'à te bouger ». Comme si bouger allait amener quelque chose. Et finalement, mis à part renforcer un petit peu ce sentiment d'impuissance, il ne se passe pas grand-chose. Donc comment peut-on les amener à avoir du plaisir? Et moi, je leur dis toujours, si demain vous décidez de faire un petit peu de course à pied, vous n'allez pas faire un marathon dans 8 jours. Les choses se font lentement. Et dans ce titre, il y a beaucoup, il y a du motif à l'envie. Motif en tant que cause, motif en tant que répétition, motif en tant que progression à l'envie. Alors, je suis venu avec un instrument de musique, vous allez dire, qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est un saltimbanque. Quand il bosse, ce gars-là, bon, pas aujourd'hui, mais enfin, c'est mon ancienne vie, en fait, la musique, mais bon. Et en fait, je vais faire un parallèle sur une histoire un peu perso, en fait, où l'an dernier, effectivement, je traverse une période de vie complexe, comme ça arrive parfois, et je cherche toutes les ressources pour retrouver un petit peu de dopamine, en gros, puisque porteur d'un variant génétique, le D4DR7, qui me fait avoir besoin de dopamine pour vivre et être stimulé, il fallait que j'en ai un tout petit peu. Oui, voilà des déclarations d'intérêt. Je rajouterai Blue Note de Chogramophone. Et là, je me souviens d'une conférence de Zatoré, qui est un des grands spécialistes du cerveau musical, et qui montrait cette flûte. Cette flûte a été découverte en Allemagne et elle a été datée à peu près à moins de 40 000 avant notre ère. Quand vous regardez la météo de l'époque, il fait froid. Il fait très froid et on est en Allemagne. Donc il fait très froid. Et vous vous dites, mais comment des sapiens de l'époque, en plein Pléistocène, où les ressources sont rares, a fortiori quand il fait froid, ont été développés quelque chose, créer un instrument qui demande du temps, des ressources, de l'énergie, alors que finalement, c'est pas la priorité. Parce que probablement, notre cerveau est câblé, une sorte de câblage phylogénétique, pour ressentir des émotions positives, donc probablement du plaisir, grâce à la musique. Et je me dis, effectivement, la solution est là, la musique t'en fait depuis 45 ans, retourne-y. Mais je décide de retourner d'une manière un peu différente, c'est de tout remettre à plat. Remettre à plat, je vais voir Pierrick Pédron, qui est un des plus grands saxophonistes français européens, et je lui dis, écoute Pierrick, je voudrais retravailler un peu des choses. Il me dit, OK. Et nous allons reprendre le travail. Je m'attendais à ce que nous travaillions l'harmonie, des choses un petit peu pointues. Non, il va me faire jouer 4 notes, un motif. Et vous allez voir que ce motif, progressivement, va amener à du plaisir. Et je vais faire des parallèles entre le cerveau musical et ce qui s'est passé pour moi. Et lisant un livre de Pierre Lemarquis, qui a écrit sur le cerveau musical, il cite Jean Blic, et ça tombe bien, parce qu'en plus, dans ces périodes, généralement, vous vous mettez à la méditation, vous faites de la philosophie, bon, bref. Il faisait commencer l'éducation par la musique au moyen de certaines mélodies et rythmes, grâce auxquels il produisait guérison dans les traits de caractère et les passions des hommes, ramener l'harmonie entre les facultés de l'âme. Jean Blic citant l'enseignement de Pythagore. Et je me dis, oui, en fait, ça marche depuis belle lurette, on le sait, puis la musicothérapie, ça a du sens. Mais moi, comment je vais concilier un petit peu tout ça et accepter que répéter quelques phrases, ça va être un peu compliqué. Alors, je vais vous montrer un truc. Voilà. Donc je peux jouer vite, je peux jouer fort et je peux jouer assez intense. Ça, c'est assez satisfaisant au niveau de la dopamine parce que vous allez synthétiser des choses. Donc Pierrick va me dire, tu vas commencer simple. Et je tombe sur un article assez chouette qui me dit, il y a de la dopamine. C'est un article de Laura Ferreri où ils ont fait ressentir à des groupes écouter de la musique. Simplement, ils les ont exposés un placebo, à un agoniste dopaminergique et un antagoniste dopaminergique. Et la perception du frisson, le chill, ou le plaisir affiché, va être variable en fonction de ce que l'on bouge au niveau dopaminergique. Et effectivement, cette étude elle est assez marquante parce qu'on fait un lien direct dopamine, musique et cerveau musical. Donc je me dis, la solution elle est là pour moi. Et puis, reprenant mon latin de jeunesse, je me dis, il y a un truc là-dedans. Émotion, motion, motivus, motus, movere, mouvoir. OK, les émotions. Parce que dans la dépression, on dit qui fait quoi? Est-ce que c'est l'émotion qui motive, la motivation qui rend du plaisir? La motivation, motivus, motus, movere, mouvoir. Et en plus, Pierrick Pédron avait raison, et il me dit, on va faire des motifs qui sont motivus, motus, movere, mouvoir. Tout est en lien, et c'est plutôt intéressant. Et effectivement,
la première chose sur le cerveau musical, vous percevez des vibrations. Alors peut-être moins pour vous que pour moi. Le fait de percevoir ce son, déjà, me fait du bien. En plus, c'est un instrument qui est directement là, et c'est une réalité physique sensorielle de l'expérience. Sauf que jouer des belles notes rapides, ouais, c'est satisfaisant, mais Pierrick Pedron va me dire non, voilà ce que tu vas faire. On va prendre une gamme Do, et je vais jouer quelques notes. Bon, vous reconnaissez When the Sense, mais bon. Et on va les tourner dans tous les centres. Déjà, j'en fais trop. Pourquoi ? Parce que vous êtes là. Et il va me dire, enferme-toi. Enferme-toi parce que c'est la répétition qui va t'amener à un peu de libération. Et on va faire des phrases différentes. Ok, sauf qu'il va me dire dans toutes les tonalités. Etc., etc. Etc., etc. Et ça va être une torture. Pourquoi ? Parce que je vais devoir jouer tout le temps. Et pourtant, moi, je suis habitué à jouer des trucs un peu funky, du jazz, etc. Et en fait, je vois une vidéo sur des Parkinsoniens qui font du tango. Et quand ils dansent sur le rythme de la musique, en l'écoutant et en bougeant, ils perdent le freezing, les difficultés motrices. Le rythme naturel, on y répond, et c'est une des sensations physiques. Donc nos notes, qui sont chiantes au début, j'avoue, etc., etc. Je me dis, les voisins, ils vont penser que je débute, ça me vexe un peu, j'avais encore une maison à l'époque, donc ils étaient loin, mais bon, peu importe. Et je me dis, voilà, mais changeons les notes. Hop, et on les fait un peu vibrer. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? En fait, j'utilise ma mémoire. Et ma mémoire va être liée au plaisir et à l'anticipation de ce plaisir. Effectivement, ce qui va faire que jouer des notes lentes, répéter un motif, c'est ce qui va amener une reconnaissance. Si je vous fais des trucs hyper speed, alors mis à part les gens qui aiment un peu Coltrane, la musique un peu outside, bon, le repérage est compliqué. Par contre, un truc... Vous avez déjà repéré un petit motif, et ce motif, vous l'anticipez. Et prédire les choses vous permet d'avoir du plaisir. Et comme par hasard, ça passe au niveau du noyau accumbens. Le noyau accumbens qui est central, dans la dopamine, Jean nous en a beaucoup parlé, et le plaisir provient des prédictions engendrées. C'est-à-dire que quand vous écoutez quelque chose, si c'est un peu trop imprévisible, vous ne pouvez pas décoder, musique sérielle, je te cas vous donne un truc qu'on n'est pas habitué, ou en même temps, si c'est trop répétitif, musique que parfois écoute ma fille, je trouve que là, c'est trop prévisible, donc j'ai pas de plaisir. Donc il y a une zone entre les deux, et c'est cette zone que nous allons travailler. Répétition de motifs avec Pierrick pendant des semaines. Je devais le voir une fois par mois, je le vois 2 heures par semaine pendant 4 mois, et je vais faire que les mêmes notes. Vous dites, bon, ça devient un petit peu embêtant. Bon, les notes vont être variées, vont être variables, et on va travailler un truc qu'on appelle l'anatole. Ouais, bon. Et en fait, quand on commence à mettre de la musique, là déjà j'ai bien avancé, mais moi je la connais cette musique, et je me dis, ah ouais, ça ressemble à quelque chose que je connais. Et effectivement, j'ai du plaisir qui commence à arriver. Ça tombe bien parce que l'approche qu'on appelle motivique en improvisation, c'est une condition idéale. Un motif, on peut en faire ce qu'on veut, on peut le répéter, le transformer, le fragmenter, l'inverser, l'étendre, le simplifier, etc. Souvenez-vous de nos notes du début. 4 notes de base sur un accord de Do. Je vais l'étendre. Déjà, pendant, j'ai rajouté 2 notes, c'est pas sorcier. Et déjà, ça prend un petit peu forme. Je vais les inverser. Et hop, ça commence à prendre un peu plus de tournure. Mais je peux les bouger, les fragmenter, les mettre en même temps. Etc., etc. Mais moi, je suis super content quand je commence à ressentir ça. Et à des moments, je m'émerveille moi-même. Bon, je pourrais être un peu narcissique, pas du tout, non. C'est que sortent des phrases, des noms que j'entendais depuis longtemps et qui ne sortaient pas. Le motif, c'est là où je touche le 3e niveau de plaisir avec la musique, l'esthétisme. Effectivement, là, on fait appel à des parties préfrontales qui vont juger de la valeur de ce que je fais. Alors, si les gens ici aiment le jazz...
tant mieux, là vous avez des repères, je pourrais vous jouer des tas de choses et vous allez être content. Ceux qui ne connaissent pas, bon, plus ou moins, vont être familiers avec ce type d'accord, mais regardez, un accord majeur, un accord mineur, il y en a un qu'on juge comme plutôt joyeux, positif, le majeur. Si on lui rajoute une septième, ça le devient encore plus. Et le mineur, un peu plus triste. Pourtant, les deux sont hyper plaisants à écouter. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque entre les deux choses. L'analyse, c'est l'esthétisme. C'est le cerveau qui va rajouter du plaisir à comparer, à voir, à juger. Et lui, plus il répète les choses, par anticipation, je m'attends à aimer cela, plus il va être associé à du plaisir. L'esthétisme, c'est de plus en plus la connaissance, enfin plus la connaissance augmente, plus on a du plaisir. Et moi, finalement, ce petit motif de base très chiant au début, etc., devient quelque chose qui, en répétant à l'extrême, etc. Je prends du plaisir, je progresse à partir de quelques notes, et plus je le fais, plus mes repères augmentent. En fait, mon cerveau, pour retrouver un petit peu du plaisir, a fait un travail complet. Il a effectivement travaillé entre deux systèmes de récompense, un très ancien phylogénétique, le premier, en rouge, vous voyez, sur le côté, avec la mémoire émotionnelle, qui est celle qui va enregistrer un petit peu les choses, l'anticipation de la valeur, avec mon noyau accumbens, le rat, il l'a aussi, et les réactions émotionnelles. Et puis, je fais appel à d'autres structures un peu plus récentes d'un point de vue phylogénétique, et j'associe, c'est en cela que la musique est un atout majeur, puisqu'on l'utilise maintenant dans la prévention de l'Alzheimer. Bon, la musicothérapie, on connaît les avantages, mais je fais appel à mes aires préfrontales, je les reconnecte. Elles reprennent du plaisir, parce que c'est plutôt pas mal, je me sens mieux, je joue des choses qui commencent à être un petit peu plus intéressantes, et surtout, je remets à plat, je recable mes neurones, la perception du temps, l'imagerie corporelle par le gyrus temporel supérieur, les aires motrices, sensorimotrices, le fait de bouger, c'est un peu mal, mais bon, les aires visuelles, lire des notes, et je connecte tout ça. Quelle puissance, la coordination du cervelet venant un petit peu faire le chef d'orchestre. Donc la musique, on dit que c'est probablement le travail le plus complet au niveau cérébral dans les formes d'art, c'est pour ça. Mais pourquoi j'ai pris cette métaphore du motif? Parce que c'est une chose simple qui va lentement devenir une chose un petit peu plus complexe et compliquée. Et je vous montre après quelques mois de travail ce que peut donner ces choses-là. Alors, j'espère que le son va passer. Non, c'est là? Voilà. Etc. Bon. Non, je triche un peu, j'ai quand même commencé petit. Mais pour faire le lien, parce que c'est ça qui est important avec nos patients, on a publié avec David et Fabien, il y a 3 ans maintenant, un article qui montrait qu'un patient déprimé traité, ce qui allait prédire son fonctionnement psychosocial, c'était la récupération du plaisir, l'hédonie. Sans plaisir, pas de fonctionnement, sans plaisir, pas de vie. Ce que je veux dire par là, c'est que mes patients, je leur dis souvent, ne faites pas essayer et commencez petit par progrès. Cette métaphore de ce petit motif répété X fois, travailler à l'extrême, je vous en passe, parce que bon, ça part un peu dans tous les sens, montrer aussi, à travers ma propre expérience, qu'on peut proposer des choses pour que le plaisir se réenclenche, ce fameux moteur, remettre du jus à l'intérieur. Merci de votre attention. Bravo. Un très grand merci Stéphane, ce n'était pas facile.
La tâche n'est pas facile non plus pour moi, puisque je dois faire une synthèse de ce symposium et conclure. J'ai promis que je ne chanterai pas, je chante très faux. Mais même si ça paraît un petit peu hétérogène, assez atypique, ce symposium pose des questions fondamentales, en fait. Nous sommes confrontés tous les jours face à nos patients, à des patients qui, lors des dépressions, sont éteints. Souvent, je dis aux patients, c'est comme si on avait tourné un bouton sur le mode off. Les fonctions cognitives sont ralenties, la motivation est en berne, les émotions sont éteintes, ils n'arrivent plus à éprouver du plaisir. Et la question que nous nous posons, c'est comment relancer cette machine, en fait, comment faire à nouveau que le patient va être dans la vie, puisqu'il est dans la non-vie au moment où il est déprimé, puisqu'il est éteint. Et donc, on doit appuyer sur quel bouton? Sur la motivation, sur à nouveau remettre des émotions, et ça c'est une vraie question, c'est une question cruciale qui se pose à l'heure actuelle, et il y a de nombreux débats. Pour certains, en fait, la dépression c'est d'abord un trouble des affects, pour d'autres équipes c'est plutôt un trouble de la motivation. En fait, c'est un petit peu tout ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas se contenter de nos systèmes de classification qui mettent l'humeur comme le critère principal. Mais quand on demande à un patient s'il est triste, en fait, tous, quand ils sont déprimés, vont répondre oui. Mais dans certains cas, c'est quasiment une rationalisation parce que finalement, ils n'éprouvent plus aucune émotion. En fait, ils sont indifférents à tout ce qui se passe. Et dans d'autres cas, ce sont des émotions très vives, en fait, très douloureuses. Qui les perturbent. Chez certains patients, ça va être des ruminations incessantes sur un même thème, en fait. Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas passer à autre chose. Chez d'autres patients, c'est vraiment cette motivation totalement en berne où ils ne peuvent pas initier. Et face à ça, bien sûr, il y a les proches qui vont leur dire « mais bouge-toi, en fait, va chercher... » Ils demandent aux patients de faire appel à leur volonté, alors que justement cette volonté est complètement annihilée. Donc, je pense que la révolution que nous avons à faire à l'heure actuelle en psychiatrie, c'est de repenser la nosographie au travers de ces différentes dimensions et de s'appuyer sur les connaissances extrêmement riches qui viennent des neurosciences et qui nous permettent justement d'arriver à mieux comprendre en fait comment les structures cérébrales sont impliqués dans les systèmes motivationnels, la régulation des émotions, la gestion des émotions et ces processus cognitifs. Donc nous sommes face à un nouveau défi pour pouvoir mieux soigner nos patients, pour les sortir de cette non-vie, en fait, pour leur redonner des émotions, de la motivation, des capacités cognitives, en fait, et pour qu'à nouveau, ils puissent éprouver du plaisir et faire des choses. Et pour ça, nous avons des molécules, mais nous devons pouvoir choisir en fonction de cette hétérogénéité clinique. Nous avons la chance d'avoir des molécules de plus en plus diversifiées, d'aller vers un traitement personnalisé, en fait, qui passera par une meilleure caractérisation, une meilleure connaissance, en fait, de toutes ces dimensions. Alors, ça sort de notre zone de confort, puisque la dépression, pour nous, c'est le critère principal, c'est une humeur triste, mais ce n'est pas que ça. Donc, essayer de mieux comprendre au travers de ces approches dimensionnelles, c'est ce qu'on a voulu essayer de faire au cours de ce symposium, avec un petit peu d'humour et de talent de tous nos orateurs, que je remercie. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais je pense que voilà, nous sommes au début d'une belle aventure et j'espère que nous vous avons convaincus. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ce symposium. Je remercie les speakers et Lundbeck.